Voilà, c'est lancé, on est enregistré. Euh, et il n'est pas, contrairement aux autres conférenciers, ou ben la majorité des autres conférenciers ici, il n'est pas neuroscientifique, il ne travaille pas sur la robotique, il ne travaille pas sur la catégorisation, l'ancrage des symboles. Il travaille sur ce qui arrive, sur ce qui arrive avec les résultats de toutes les recherches, y compris notre domaine, après que c'est publié. Et il va parler des obstacles à l'accès. Pour vous autres, probablement, c'est paradoxal que l'accès aux fruits de vos recherches, qui sont en même temps d'être le fruit de vos recherches, aussi, surtout si vous continuez dans le domaine de recherche et de l'académie, ce sont les moyens d'avancer vos connaissances et votre carrière. Figurez-vous que vous faites une grande découverte, vous le publiez dans une revue prestigieuse, mais il y a des éventuels utilisateurs qui sont à des universités comme l'UQAM, par exemple, qui ne peuvent pas se permettre de payer les taux d'accès à toutes les revues, qui ne peuvent pas accéder à tes recherches. Alors, les découvertes sont bloquées. Ça, c'est un problème. Et ensuite, pour débloquer, parfois les chercheurs vont trop loin. Ils disent le problème est qu'on n'a pas assez d'accès à ma recherche. Je la mets en accès libre. Ça aussi, c'est pas assez. Donc, ils commencent, comment est-ce qu'on constate qu'une recherche a une influence et elle est utilisée? C'est par les citations. Donc, ils vont commencer à se auto-citer. Il n'y a personne qui investit l'attention à mon travail. Donc, moi, je vais le faire, je vais faire la publicité, etc., etc. Et ça devient exagéré dans l'autre sens. Et puis, ça commence à tordre un petit peu l'évaluation de l'impact de la recherche. Il y aura ça aussi. Mais ce n'est pas seulement Vincent Larivière qui va présenter ça, c'est aussi Philippe Vincent Lamarre, un ancien, pendant un certain temps, un ancien doctorant à moi et puis un collaborateur toujours à moi, qui va présenter une partie de ça. Et lui a énormément de talent. Les deux ont énormément de talent, Vincent et Philippe. Philippe est vraiment, il se met le doigt dans beaucoup de domaines et pas légèrement. Il fait des contributions. Et lui aussi il travaille avec Vincent maintenant et il a fait des contributions aussi importantes. Assez, parce que c'est exactement ça ce que je déteste. Je passe le volant à Vincent et à Philippe. Ah, merci beaucoup, Étienne, pour la gentille introduction. Je vais faire, on va dire, le cœur de la présentation, mais Philippe, gêne-toi pas pour intervenir à tout moment si tu veux compléter ce que je dis. Puis, quand il y a des questions, évidemment, là, tu prends la balle au bon là, quand tu le veux. Donc, je vais partager mon écran. Aujourd'hui, je vais surtout parler d'autocitation. Ce sera, évidemment, je peux parler de libre accès évidemment sans problème et avec plaisir. Mais je vais surtout parler d'autocitation. Est-ce que vous voyez mon écran ou vous voyez aussi le next slide sur le côté? Est-ce que on voit? Vous voyez bien? OK, parfait. Donc, la présentation va être en anglais, mais je vais évidemment parler en français. C'est souvent ce que je fais quand je ne sais pas trop quelle audience je vais m'adresser. Donc, autrement dit, on va regarder les autocitations aujourd'hui, puis on va se poser une question. Est-ce que les autocitations sont une caractéristique normale de l'accumulation des connaissances ou c'est plutôt une perversion du monde là, de l'évaluation de la recherche dans lequel on vit? Donc, je vais commencer par faire un petit résumé là, de la croissance de l'usage des indicateurs de la recherche. On va faire une petite critique aussi de ces indicateurs-là. En gros, ça fait partie de l'écosystème de la recherche depuis une vingtaine d'années. Ensuite, je vais présenter à peu près 5-6 mauvaises conceptions par rapport aux autocitations qu'on va documenter à partir de certaines données que l'on a compilées chez nous et également d'autres données qui proviennent d'autres équipes.
le cœur de la présentation va être autour de 2 analyses que l'on a faites, donc des autocitations. Donc, on va regarder comment les autocitations et les autoréférences, qui sont souvent utilisées comme synonymes, mais qui en fait veulent dire 2 choses différentes, évoluent en fonction de la carrière des individus et comment en fait, est-ce qu'un chercheur peut devenir riche symboliquement avec les autocitations. La deuxième analyse va être sur la similarité, en fait, du point de vue sémantique, entre les articles citants et les articles cités, et ça en fonction des autocitations. Et en fait, on va conclure autour de tout ça. Évidemment, vous m'arrêtez à tout moment, là, comme on l'a dit tout à l'heure avec Étienne, là, vous avez des questions, vous sautez dans la mêlée. Et comme je l'ai dit aussi, ce sont des données qui n'ont pas été publiées encore, donc on est encore vraiment en train on veut des commentaires, autrement dit. Donc, depuis à peu près 25 ans, là, puis c'est pas 30 ans dans certains pays, là, il y a une croissance des évaluations de la recherche qui sont basées sur des données quantitatives, qui sont basées sur des données bibliométriques. Historiquement, la science, c'est fait avec l'évaluation par les pairs. Par contre, on a réalisé que bon, l'évaluation par les pairs avait certaines limites. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà soumis des articles scientifiques, bon, on voit souvent que l'évaluateur 1 et l'évaluateur 2 ne s'entendent pas. Donc, une certaine subjectivité dans l'évaluation. Il y a un désaccord souvent entre les pairs. Le deuxième élément, c'est que du point de vue macroscopique, on a beaucoup de difficultés à faire de l'évaluation par les pairs. En ce sens où si on veut évaluer, par exemple, l'ensemble de la recherche qui se fait à l'UQAM, l'UQAM a à peu près 1000 professeurs, bon, on aurait besoin de combien de pairs pour faire cette évaluation-là? Bien, je dirais peut-être 2 pairs par prof de l'UQAM, donc ça ferait 2000 chercheurs qui feraient une évaluation globale de l'UQAM. On comprend assez rapidement que tout ça est impraticable. Et donc, pour être capable de mesurer la science et de l'évaluer d'une façon un peu macro, bien, on se sert de plus en plus d'indicateurs qu'on qualifie de bibliométriques, qui sont quantitatifs sur l'activité de recherche. Tout ça est au cœur des classements d'université, qui sont problématiques à beaucoup d'égards, mais qui sont sans arrêt commentés, discutés, analysés par les parents et les étudiants qui cherchent à choisir à quel endroit étudier. Et dans l'ensemble, il y a un indicateur qui est un peu problématique et qui a changé en fait la structure des incitatifs dans le monde universitaire, c'est le facteur d'impact. Donc là, je passe juste au transparent suivant sur les politiques de publication des universités chinoises, dont vous êtes peut-être au courant. En gros, en Chine, depuis plus de 20 ans, on a mis en place des bonus salariaux qui sont associés au facteur d'impact des revues, puis en gros au fait de publier dans des revues indexées. Donc, autrement dit, le gouvernement chinois a dit, OK, ma communauté, il faut qu'elle arrête de publier en chinois, il faut qu'elle publie maintenant à l'international en anglais pour que nos universités augmentent dans les classements. Et donc, on va donner des primes basées sur les facteurs d'impact des revues et sur ces différents indicateurs-là. Donc, vous le voyez sur cette figure-là, on est passé vraiment là, d'indicateurs basés sur où il y avait un prix à des indicateurs qui sont basés vraiment sur les valeurs de facteurs d'impact ou bien sur les quartiles de facteurs d'impact. Pour vous donner une idée, dans beaucoup d'universités chinoises, si vous publiez un article dans Science ou Nature, ça vous donne à peu près 165 000 US. Donc, ce n'est pas des petits montants, c'est des montants substantiels. Oui, Étienne? Vincent, si tu permets. Oui. Tu n'as pas défini le facteur d'impact. Oui, j'y arrive. C'est une super bonne question. Donc, le facteur d'impact, c'est quoi? C'est une mesure du nombre moyen de citations reçues par les articles d'une revue donnée. Donc, par exemple, le facteur d'impact de Nature, il est autour de 40, ce qui veut donc dire que les articles publiés dans Nature reçoivent en moyenne 40 citations dans leurs 2 premières années de vie. Donc, c'est un indicateur très, très simple, mais qui est vraiment venu changer les incitatifs qui existent dans la communauté scientifique. Et là, si vous publiez dans une revue qui a un haut facteur d'impact, ça vous donne directement des primes. Ça, ce n'est pas de l'argent de recherche, c'est vraiment de l'argent dans vos poches pour vous acheter un chalet ou ce que vous voulez. Et donc, c'est vraiment, ça a changé la structure des incitatifs. La Chine est le pire exemple, on pourrait dire, mais les pays scandinaves font la même chose, bon nombre d'universités américaines. Donc, c'est vraiment venu changer la structure des incitatifs. En parallèle avec ça, évidemment, ça a eu des conséquences où là, les chercheurs doivent publier. J'ai l'impression que la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment sont des étudiants au doctorat ou des postdocs. Vous avez peut-être déjà publié, vous êtes conscient que ça vous prend des publications pour aller à l'étape suivante. Il y a 30 ans, 40 ans, on n'avait pas ce stress-là. Il y a 30 ans ou 40 ans, vous faisiez vos études, puis là, à un moment donné, vous publiez quand vous aviez quelque chose à dire et quand il y avait une découverte importante. Maintenant, compte tenu de ces incitatifs-là, on réalise qu'on doit publier pour exister.
en tant que chercheur. Là, je vous donne le contre-exemple de tout ça, qui est Peter Higgs, que vous connaissez sans doute, qui est l'inventeur du boson de Higgs, qui a publié son dernier papier en 1979. Il dit, bon, moi, j'ai plus vraiment quelque chose à dire. Là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Puis ça nous rappelle, en fait, qu'on ne gagne pas le prix Nobel ou on ne guérit pas le cancer parce qu'on a publié 1000 papiers. Ça en prend juste un. Ça prend juste une découverte importante pour, effectivement, faire une contribution majeure à l'avancement des connaissances. Donc, ça, c'est le contexte qui a évidemment des conséquences à plein niveau. On a remarqué, entre autres, que les chercheurs, forcément, compte tenu de ces pressions-là, étaient de plus en plus productifs. Donc, là, je vous invite à regarder le panel de gauche qui s'appelle le panel B, donc ce n'est pas super intuitif, je suis d'accord, où on voit en gros que les chercheurs, dans la plupart des domaines, là, publient de plus en plus là, au cours du début de leur carrière. Donc, on a ces indicateurs-là. En parallèle avec leurs usages, il y a quand même beaucoup de critiques qui existent dans la communauté scientifique à leur égard. Et là, on va en regarder plusieurs, certains avec un peu plus de détails que d'autres. Donc, le premier élément qu'on peut critiquer aux citations, c'est qu'elles prennent un certain temps avant d'être accumulées. Donc, autrement dit, au moment où votre article est publié, bien, ça prend quand même, bon, il va peut-être être cité à la première année, mais c'est après à peu près 3-4 ans que votre article va avoir atteint, on peut dire, le maximum de citations annuelles qu'il va recevoir. Donc, on ne peut pas mesurer l'impact immédiatement, ça prend un certain temps. Ce n'est pas nécessairement un problème en soi, mais ça montre qu'il faut être patient quand on évalue la recherche. Là, ce que je rappelle ici, c'est un peu les critiques historiques des analyses de citations, desquelles les autocitations en sont un sous-ensemble. Un autre élément qu'on a critiqué beaucoup aux citations, c'est que, bon, il y a des chercheurs qui peuvent être extrêmement influents, qui peuvent avoir influencé extrêmement votre recherche, mais que vous ne citez pas. Donc, par exemple, des travaux qui seraient, selon Merton, le grand sociologue des sciences, oblitérés par incorporation. Donc, par exemple, en physique, il n'y a plus personne qui cite Einstein parce qu'on prend pour acquis que ça fait partie du canon de la discipline. Donc, il y a des travaux qui ont une influence importante, mais qui ne sont plus cités. Un argument qu'on entend aussi contre les citations, c'est l'existence de citations négatives. Là, on va rentrer dans ça avec peut-être un peu plus de détails. On a fait un travail, en fait, on travaille là-dessus depuis plusieurs années, et ça, ce n'est pas simple à faire, sur le désaccord en sciences. Et donc, Étienne parlait d'Elsevier tout à l'heure, compagnie de laquelle on essaie de se distancier le plus possible. Mais il y a un avantage à Elsevier, c'est qu'il possède une quantité d'articles scientifiques très importantes qui sont disponibles pour faire du text mining. Et donc, avec mes collègues, et tout ça a été mené par Dakota Murray, qui est un étudiant au doctorat à l'Université d'Indiana, on a pris les plus de 5 millions d'articles publiés par Elsevier et on est allé isoler le contexte de citation des articles. Le contexte de citation, c'est quoi? Bien, c'est en gros la phrase et la phrase suivante dans laquelle on va trouver une référence bibliographique. Et ce qu'on a voulu aller faire, c'est voir la prévalence on va dire des désaccords en sciences. Donc, le fait qu'on va citer une phrase en disant Étienne a fait l'énoncé X, par contre, Philippe est en désaccord et lui a plutôt trouvé Y. Donc, c'est vraiment la présence là, de ces désaccords-là au sein du texte des articles scientifiques. Oui, Étienne. Est-ce que Étienne peut poser une question là-dessus? Oui, tout le temps. Le fait que ta population, c'est les revues Elsevier, qui ne sont pas nécessairement les plus distinguées dans l'univers. Et par exemple, les deux revues que tu as mentionnées, Science et Nature, ne rentrent pas dans le portefeuille d'Elsevier. Est-ce que ça peut biaiser les conclusions que tu tires de ces... C'est une super bonne question. Je te dirais que ce que va nous donner Elsevier, ce serait, disons, en termes un peu cougniers, de la science normale, la science habituelle, la science de tous les jours. Ce n'est pas la science exceptionnelle, dans la mesure où ce n'est pas Science, Nature, etc. C'est un peu la science du chercheur lambda. Donc, en ce sens, on pourrait dire que ce qui est le plus représentatif de la population, c'est probablement Elsevier. Et ce qui est le plus exceptionnel, c'est probablement Science et Nature. Donc je pense qu'on peut interpréter les résultats avec disons, cet état d'esprit dans l'ensemble. Maintenant, les références...
Donc, tu étudies le désaccord entre les pygmées et non pas les géants. Oui, bien, c'est peut-être les pygmées par rapport aux géants, parce qu'évidemment, ce que l'on regarde, c'est les références qui sont faites dans les articles d'Elsevier, mais on peut dire que l'article cité par l'article d'Elsevier, c'est un article publié dans Nature. Donc, ce que l'on sait, c'est avec qui les pygmées sont en désaccord. Ou de quelle façon les pygmées sont-ils en désaccord. Donc, on a eu ces 5 millions d'articles-là qui font peut-être une quarantaine, cinquantaine de références chacun, ce qui nous fait dans l'ensemble plusieurs dizaines de millions de cas de références que l'on peut analyser. Et donc, on a créé un système de codage. On a créé donc ce système-là à la fois de façon, on peut dire manuelle, de façon un peu à la fois déductive et inductive, mais on l'a surtout validé manuellement. Donc, chaque mot et expression a été validé par 2 codeurs pour voir si effectivement c'était une instance de désaccord. Et on a raffiné tout ça. Et ça nous montre, en fait, dans l'ensemble, 2 résultats. Bien, il y en a 3, là, mais sur ce transparent-là, il y en a au moins 2 que je trouve très intéressants. Le premier, c'est que la plupart des références ne sont pas en désaccord. Ou autrement dit, les références où il y a un marqueur de désaccord, c'est une infime minorité. On parle de moins de 1% de références avec un désaccord. Et pour être honnête, notre définition du désaccord, elle était assez inclusive dans la mesure où il ne fallait pas dire Étienne a tort ou Philippe a tort ou Vincent a tort. C'était des expressions comme in contrast. Évidemment, il y avait des expressions comme contrary to et des trucs comme ça, mais il y avait quand même une définition qui était assez large et c'est pour ça qu'on parle de désaccord et non pas ici de citation négative. Donc, premier élément, c'est assez marginal, mais le deuxième élément assez intéressant, c'est que la hiérarchie des disciplines que l'on voit ici avec les sciences sociales et humaines qui ont un plus haut taux de désaccord et les maths et l'informatique qui ont le moins de cas de désaccord respectent en fait la vieille hiérarchie des sciences d'Auguste Comte, en gros de la fin du 19e, où en gros Comte nous dit les sciences sociales, la psycho, c'est beaucoup plus complexe. Hein? Les phénomènes sociaux sont beaucoup plus complexes que les phénomènes naturels. Et donc, puisqu'il y a plus de complexité, bien, il y a moins de consensus. À l'inverse, c'est moins complexe, donc il va y avoir un plus haut taux de consensus. Donc, on reproduit pas mal la hiérarchie des disciplines d'Auguste Comte, ce qui, je pense, est un résultat assez intéressant, qui est corollaire à notre propos d'aujourd'hui, mais qui peut probablement vous intéresser. Tout est beau là-dessus, pas d'intervention. Je poursuis. Le deuxième élément assez intéressant, en fait, non, plutôt le troisième, c'est que les désaccords sont plutôt stables dans le temps. Donc, il ne semble pas y avoir de variation, là, en gros, au cours des 15 années qu'on a étudié, il y a 16 années en incluant 2000, entre les différents domaines. Donc, dans l'ensemble, le taux de désaccord, il est relativement stable, sauf en physique où on voit un déclin, que, bon, on a, pour être bien honnête, pas de raison, on a de la misère à l'expliquer. Est-ce que c'est dû à quelque chose de réel qui se produit dans la discipline ou c'est plutôt dû à peut-être des nouvelles revues qui ont été créées par Elsevier qui se rapprochent davantage des maths et de l'informatique? C'est possible aussi que la physique et le génie se rapprochent du point de vue de ces objets et de ces méthodes davantage de l'informatique et donc, en conséquence, on tend vers une plus grande... En fait, on pourrait dire un plus faible désaccord dans ces disciplines. Mais dans l'ensemble, ce que nous montrent ces 2 résultats-là par rapport aux citations négatives, c'est qu'elles sont assez marginales. Il y a des analyses aussi qui regardent les citations positives. On voit qu'en fait, il n'y a pas des tonnes de citations positives qui disent « les travaux d'Étienne, c'est génial » ou « les travaux de Vincent, c'est génial ». La plupart des citations sont neutres. C'est mentionné en passant. Évidemment, on prend pour acquis que une neutralité dans de telles citations, c'est quelque chose de positif parce qu'on fait un usage, on en fait un usage dans nos propres travaux. Autre critique des analyses de citations, c'est ce qu'on appelle les citations, on pourrait dire, superficielles. En anglais, on utilise le mot perfunctory. Et ça revient à ce que je disais il y a quelques instants. La plupart des citations qui sont faites, la plupart des références qu'on trouve dans les articles, il n'y a pas nécessairement un engagement important avec elles. On va les mentionner en passant pour un peu rendre crédit aux auteurs antérieurs, pour montrer notre érudition. Ils n'ont pas un rôle important structurel dans l'article, ils ont plutôt un rôle symbolique afin de montrer qu'on est,
que l'on connaît notre sujet et qu'on est capable de le problématiser. Tout ça s'illustre de plusieurs façons. On en a une ici que j'aime beaucoup, qui nous montre à quel endroit dans un article scientifique on va citer. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené avec Marc Bertin et Yana Atanasova, qui étaient des postdocs avec Yves Gingras, où en fait, on a l'ensemble des articles publiés dans les revues de PLOS, qui sont des revues en libre accès. Et on a réaligné en fait tous les articles de façon à les ramener sur une structure de 0 à 100 % en fonction de leur progression. Là, on voulait voir à quel endroit on cite et on s'est rendu compte que c'était à peu près invariant. Où, en gros, là, la plupart des références se trouvent à peu près à la moitié de l'intro, pas la plupart, disons, le maximum, c'est à la moitié de l'intro, et ensuite, ça descend rapidement à la fin de l'introduction. On cite à peu près rien dans les méthodes, donc, en gros, ce qu'on va utiliser pour faire la recherche, ça s'appuie sur 1, 2, 3 références. On cite à peu près rien dans les résultats, et là, ensuite, à la fin, dans la discussion, on va avoir davantage de références. Et dans la plupart des cas, les références qui vont se trouver à la fin dans la discussion vont être les mêmes qui se sont trouvées dans l'introduction. Donc, ça nous montre en gros qu'une grosse partie des références de l'intro avec lesquelles il n'y a pas d'engagement à la fin de l'article. Donc, on les mentionne en intro pour dire, bon, bien, écoutez, voici d'où on vient, mais on n'y revient pas à la suite. Donc, c'est des références qu'on pourrait qualifier d'une certaine façon qui ne sont pas nécessaires à l'argument de l'article, autre que pour montrer que l'on sait donc d'où on vient scientifiquement. Mais l'aspect invariant, je le trouve très fort. Évidemment, un caveat ici qui est important. On parle ici d'articles principalement dans le domaine médical qui suivent la structure classique du introduction, méthode, résultats et discussion. Un article de sciences sociales qualitatives ou un article en histoire ou en philosophie va en toute probabilité avoir une structure. Va avoir une structure différente, mais deuxièmement, va avoir une modulation des références en toute probabilité très différente. Autre critique habituelle, c'est que, bon, on sait bien, la plupart de la recherche, c'est jamais cité, la recherche, ça ne sert à rien. Puis ça, on l'entend souvent, malheureusement, de la part de doctorants qui disent, bon, je fais mon travail de recherche, mais il va juste avoir moi et mon directeur de thèse, ma directrice de thèse qui va lire ça, etc. Donc, c'est un énoncé qui est un peu déprimant, mais qui, heureusement, est plutôt faux. Ça prend du temps, comme je disais tantôt, avant que les citations s'accumulent. Et donc, évidemment, à T0, quand votre article paraît, forcément, il n'y a pas de citation, où il va y avoir un nombre de citations qui est plutôt faible. Mais on voit qu'assez rapidement, et là, si on regarde la courbe de la psychologie, c'est assez frappant, là, assez rapidement, les articles reçoivent au moins une citation, puis bon, dans la plupart des cas, plusieurs dizaines, évidemment. Et donc, après quelques années, on est à 90 % des articles qui ont reçu au moins une citation. Et donc, dans l'ensemble, la recherche, elle est citée. Vos travaux de recherche ont une utilité pour on pourrait dire, les générations futures, non pas de chercheurs, mais de papiers qui vont suivre. Il y a 2 domaines où ce n'est pas vrai, c'est les arts et les humanités. Et c'est dû à quoi? Bien, en gros, c'est dû aux épistémologies spécifiques de ces domaines-là qui ne sont pas nécessairement cumulatifs, où on va avoir souvent plusieurs, on pourrait dire en bon français, tracts parallèles qui vont cohabiter dans le même domaine. Il va y avoir plusieurs paradigmes. Puis du point de vue un peu technique, ce qu'on regarde ici, évidemment, c'est les articles. Or, dans ces domaines-là, il y a une importance très grande importance qui est accordée aux livres. Et donc, évidemment, ces livres-là ne sont pas indexés dans les bases de données habituelles. Et donc, en gros, peut-être qu'on manque une partie des citations qui sont reçues par ces documents-là. Ce qui m'amène à mon propos spécifique sur les autocitations et peut-être à une autre échelle sur les cartels de citation. Donc, évidemment, compte tenu de l'importance du facteur d'impact, donc qui est la mesure à l'échelle de la revue, il y a de plus en plus de revues qui sont faites prendre à créer des cartels de citation. C'est quoi un cartel de citation? C'est simple. Étienne, Philippe et moi sommes éditeurs en chef chacun de notre revue et on veut augmenter notre classement, mais on ne veut pas que ça paraisse. Et donc, Étienne et Philippe citent beaucoup ma revue. Moi, je cite beaucoup les revues d'Étienne et de Philippe. Philippe cite beaucoup les revues d'Étienne et moi. Et donc, en gros, là, on essaie de tous les 3 augmenter les citations reçues par nos revues, mais d'une façon, on va dire d'une part malhonnête et d'autre part d'une façon un peu à le cacher. Il y a beaucoup de revues qui sont faites prendre à faire ça et leur punition en bon français, ça a été qu'on leur a enlevé leur facteur d'impact, ce qui, dans leur cas, souvent, ils signent un arrêt de mort parce que puisque la revue n'a pas de facteur d'impact, bien, les chercheurs arrêtent de se. Du point de vue des autocitations, bien, on peut les observer donc
à plein niveau, à l'échelle des revues, à l'échelle des pays, à l'échelle des articles et à l'échelle des chercheurs. Ce qui va vraiment nous intéresser ici, ça va être les autocitations à l'échelle des chercheurs. À l'échelle des pays, on se doute qu'il y a un certain nombre d'autocitations qui sont assez importantes. Ce que vous avez ici, en fait, c'est que chaque pays cite davantage sa recherche nationale. Les Américains le font davantage que d'autres, évidemment, les Chinois aussi. Mais tout ça s'explique de plusieurs façons. Évidemment, une plus grande connaissance de ce que font nos collègues, disons avec lesquels on peut collaborer, mais également qui sont on peut dire, autour de nous, mais également du point de vue des objets d'étude. Donc, par exemple, si vous êtes un chercheur en sciences sociales, que vous vous intéressez au système d'éducation canadien ou québécois, c'est fort possible que vous allez citer d'autres travaux canadiens ou québécois. Donc, tout ça, ces autocitations nationales-là ont un rattachement important aux objets sur lesquels les chercheurs travaillent. Du point de vue des autocitations, ça c'est un peu technique, mais c'est rudement intéressant. On voit dans l'ensemble une croissance à partir d'un peu après 2000 des autocitations faites par les revues qui entrent dans la fenêtre de 2 ans du facteur d'impact. Donc, autrement dit, les revues de plus en plus autocitent d'autres articles qui proviennent de la même revue quand ça compte dans le calcul du facteur d'impact. Donc, on autocite des articles récents, autrement dit. Donc, ça, c'est une tendance qui est, on peut dire, un peu problématique. Et c'est ce que va utiliser, par exemple, la firme, parce que bon, c'est une firme qui compile ces indicateurs-là, donc la firme Clarivate qui compile les facteurs d'impact. C'est ce qu'on va utiliser, entre autres, comme indicateur pour voir si une revue a un comportement déviant en termes de citation. Ce qui m'amène donc aux autocitations à l'échelle des individus. Et là, il y a 2 conceptions des autocitations à l'échelle des individus. Une première conception qui est que les autocitations, c'est normal. Qu'un chercheur cite ses travaux antérieurs, ce n'est pas nécessairement un problème parce que de toute façon, un chercheur va se baser sur ses travaux antérieurs. En gros, quand on fait de la recherche, on ne change pas de sujet à toutes les semaines. On va travailler sur le même sujet pendant de nombreuses années et forcément, on va citer nos travaux antérieurs. Donc, c'est tout à fait normal de citer ces travaux antérieurs dans une logique d'avancement de carrière. Évidemment, plus le domaine est grand, donc si vous faites de la recherche sur le cancer, dans le domaine du cancer, il y a plusieurs dizaines de milliers d'articles publiés à chaque année, mais forcément, les probabilités que vous citiez vos propres travaux vont être plus faibles compte tenu qu'il y a une mer d'articles de recherche. Dans les domaines un peu plus petits, le pool dans lequel vous pouvez choisir vos articles va être plus faible et donc les taux d'autocitation vont être un peu plus élevés. Il faut se rappeler aussi que pour s'autociter, il faut quand même publier un article supplémentaire. Donc, il y a une certaine barrière à l'entrée. Ce n'est pas quelque chose qui se fait aussi facilement, par exemple, qu'un tweet ou quelque chose du genre. Et dans l'ensemble, donc, selon cette conception-là, les autocitations pourraient être comptées et il n'y a pas nécessairement de problème. C'est quelque chose de normal dans l'activité de recherche. En parallèle avec ça, il y a une perception qui est que les autocitations, c'est un comportement déviant. C'est un comportement qui est malhonnête, entre guillemets, de la part des chercheurs, qui est fait dans le but essentiellement d'augmenter son propre classement, d'augmenter sa visibilité, et que donc, ces autocitations-là devraient être exclues. Lorsqu'on veut voir si un chercheur a de l'impact ou une chercheuse a de l'impact, on devrait enlever ces autocitations-là, parce que dans l'ensemble, on pourrait dire qu'un chercheur ne peut pas avoir d'impact sur lui-même. Hein? Donc, si on parle de la notion d'impact, ça devrait aller au-delà d'un individu donné. Il y a quelques données là-dessus. Bon, là, ici, je vous présente un exemple extrême des autocitations. Donc, ici, c'est un article qui est publié dans ce qui est considéré comme une revue prédatrice. Donc, on peut dire une revue qui n'est pas de très, très grande qualité. Donc, on a un auteur ici qui s'appelle Ali Reza Haïdari. Et chacune des 212 références de l'article sont à ses propres travaux. Donc, c'est 212 auto-référents. Donc, c'est vraiment un exemple extrême là, que j'ai trouvé il y a quelques semaines. Évidemment, c'est un exemple qui ne se produit pas souvent, mais ça montre qu'il y a des cas comme ça dans la littérature scientifique. Donc, avant d'entrer dans les aspects méthodologiques un peu plus techniques, je veux faire 2 précisions conceptuelles. La première, c'est que les autocitations
sont différentes des autoréférences. Et souvent, dans la littérature, vous allez voir les deux comme étant la même chose. On va utiliser le terme autocitation comme voulant dire, en fait, à la fois autocitation ou autoréférence. Donc, le pourcentage d'autocitation, c'est quoi? C'est de l'ensemble des citations que moi j'ai reçues, quelle est la proportion que moi j'ai faite. Donc, autrement dit, dans ce ratio très, très simple-là, je contrôle le numérateur, mais je ne contrôle pas le dénominateur. Donc, disons, depuis le début de ma carrière, j'ai reçu 100 citations. Il y en a 10 que j'ai faites, donc où j'ai cité mes propres travaux. Ça me fait un pourcentage d'autocitation de 10 %. Dans le cas des autoréférences, c'est le même numérateur. Mais le dénominateur, c'est quoi? Ce n'est pas l'ensemble des citations que j'ai reçues, mais c'est plutôt l'ensemble des références que moi j'ai faites dans mes propres travaux. Et là, bon, disons que j'ai fait 200 références depuis le début de ma carrière. Mon numérateur demeure le même, 10, ça me fait 5 % de taux d'autoréférence. Ce qui est assez frappant, c'est que dans la littérature, les deux sont mélangés et ça amène des confusions assez importantes parce que les deux se comportent complètement différemment, comme on va le voir là, dans quelques minutes. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a juste les autoréférences qui sont complètement sous le contrôle de l'auteur. Donc, autrement dit, si on veut étudier les comportements déviants, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas les autocitations, c'est les autoréférences. C'est l'indicateur, si vous voulez, que l'auteur lui-même contrôle complètement. Donc, on va voir dans les transparents qui suivent comment les autocitations et les autoréférences, en fait, se comportent d'une façon, en fait, complètement différente. Ça va pour tout le monde? J'ai une question méthodologique. Oui. C'est toujours fait à main, tout ça? Non. Donc, je vais entrer dans les aspects un peu techniques, mais l'analyse qu'on présente ici est basée sur à peu près 30 millions d'articles et 50 millions d'auteurs. Évidemment, tout ça est fait du point de vue informatique. Je vais montrer un peu techniquement certains trucs. Puis si vous avez d'autres questions, là, évidemment, allez-y. Et puis question, je suis sûr que tu vas traiter ou tu as traité les citations endogames plutôt que autocitations. C'est-à-dire, je cite mes co-auteurs, mes collaborateurs. Tout va y être. Tout va y être. Je vois Philippe qui sourit, là. Oui, effectivement, tout est là. J'ai entendu quelqu'un d'autre intervenir. Oui, c'est Cyril Ladjarou. Donc, oui. Je ne suis pas certaine d'avoir compris la différence entre citation et référence là. Donc, l'autocitation, c'est citer ses travaux lui-même et les références, c'est quoi exactement la différence? Donc, en fait, la confusion, vous venez de la dire, c'est que quand moi, je cite mes propres... En fait, la question, c'est celle du dénominateur. Donc, autrement dit, dans les deux cas, à la fois les autocitations et les autoréférences ont le même numérateur. Donc, je vais réexpliquer rapidement. Là. Depuis le début de ma carrière en tant que chercheur, j'ai fait des citations, j'ai fait des références et j'ai reçu des citations. Donc, faire des références, c'est quoi? C'est à la fin des articles que moi j'écris, je vais citer Étienne, je vais citer Martin, je vais citer Marie-Jean. Donc, ça, c'est ce que sont mes références. Les citations, c'est ce que moi je vais recevoir. Donc, qui me cite, moi, dans leurs travaux. Donc, c'est deux dénominateurs différents. Mais dans le cas des autocitations et des autoréférences, le numérateur, il est le même. Donc, mon pourcentage d'autoréférence, ça va être les 10 fois où je me suis autocité divisé par les 200 références que j'ai faites depuis le début de ma carrière. Okay. Là, ça fait 5 % comme je disais tantôt. Une formule de calcul par rapport aux autocitations que j'ai faites. Exact. En fait, là, vous avez, c'est auto, du point de vue, pour s'aider à la compréhension, on va utiliser deux expressions. On va dire citation reçue, et donc, ça, c'est ce que je reçois, référence faite. Et donc, ça veut dire que c'est vous qui les faites. Donc, c'est la meilleure façon de se souvenir. Et donc, on ne pourrait pas dire auto-citation reçue. Ça ne marche pas. C'est excusez-moi, c'est moi qui m'ai allé. Auto-citation reçue, puis auto-référence faite, si vous voulez. Mais ça devrait être plus clair avec l'exemple suivant que je vais donner. Puis bon, je peux répondre à d'autres questions là, sans problème. Parfait. Okay, merci.
Je poursuis. Donc, le deuxième élément, c'est qu'est-ce que c'est que de s'autociter? Et là, il y a une immense confusion qui nous vient malheureusement d'un chercheur qui est bien connu et qui est de plus en plus controversé, qui s'appelle John Ioannidis, qui, l'année dernière, a publié un article dans PLOS Biology, qui est, un article, entre vous et moi, c'est un bien grand mot. Il a publié une liste des 1000 chercheurs, en gros, les plus productifs, avec leur taux de citation. Et ce n'est pas très clair pour moi, c'était quoi l'agenda derrière la création d'une telle liste, parce qu'en gros, c'est une liste qui, à la fois, fait une sorte de palmarès de qui publie le plus, mais fait également une sorte de... Il y a un aspect, en bon français, un peu de shaming associé à ça, où là, on va regarder c'est qui s'autocite le plus, c'est qui les malhonnêtes, entre guillemets, qui s'autocitent le plus. Le gros problème, puis écoute, entre vous et moi, c'est un problème majeur, c'est qu'on a attribué à ces individus-là des autocitations qui, dans les faits, ne viennent pas d'eux ou d'elles-mêmes. C'est des autocitations dont ils ne sont pas responsables parce que ça vient des collaborateurs. Et là, il faut faire une distinction très importante entre les autocitations à l'échelle de l'article et les autocitations à l'échelle de l'auteur. Donc, par exemple, là, je vais juste présenter rapidement cet exemple-là qui est assez crucial. Mon collègue Rodrigo et moi, on a écrit un article en 2016. Cet article-là, c'est un autre article que Rodrigo avait écrit en 2010. À l'échelle de l'article, il s'agit ici d'une autoréférence. Donc, autrement dit, mon article citant, c'est un autre article où au moins un des auteurs se chevauche. Et donc, dans ce cas-là, c'est à la fois une autocitation et une autoréférence à l'échelle de l'article. Maintenant, à l'échelle de l'auteur, les choses sont bien différentes. Donc, par exemple, pour Rodrigo Costas, il s'agit d'une autoréférence. Donc, Rodrigo, ici, c'est un article sur lequel il est également auteur. C'est également une autocitation pour Rodrigo parce qu'il reçoit une citation qu'il s'est lui-même donnée. Mais dans mon cas, moi, je ne me suis pas autocité en tant qu'individu en mettant cette référence-là. C'est Rodrigo qui l'a fait. Donc, dans mon cas, c'est une référence externe. Et dans le cas de Ted Van Leeuwen et Maria Bordone, qui sont les co-auteurs de l'article cité, pour eux, il ne faut pas que ce soit compté comme étant une autocitation. Ce n'est pas lui et elle qui ont fait cette citation-là, c'est Rodrigo. Et donc, il faut distinguer à l'échelle des individus ces références-là. Là, si je reviens donc à la liste de Ioannidis, ce que faisait Ioannidis, c'est qu'il attribuait les autocitations à l'échelle de l'article aux individus. Et là, donc, on a Michael Gratzer, qui est le numéro 1 du palmarès, où on dit qu'il s'est cité 17 000 fois pratiquement. Évidemment, c'est impossible de s'autociter 17 000 fois. Ça voudrait dire qu'on a écrit 5 000, 10 000, 20 000 articles. Et donc, dans son cas, c'est simplement que l'ensemble des références faites par les co-auteurs de ces articles-là lui sont attribuées comme si c'était lui qui les avait fait. Et donc, si on veut comprendre les pratiques de citation des individus, puis dire, bon, c'est quoi s'autociter beaucoup? Il faut regarder les données à l'échelle des individus et non pas à l'échelle des articles. Et ça n'avait jamais été fait à grande échelle. Pourquoi? Bien, le gros problème, c'est la désambiguïsation des auteurs. Et là, tantôt, Étienne t'a parlé de travail manuel et historiquement, quand on voulait distinguer dans la base de données les John Smith des John Smith et les différents noms asiatiques, entre autres, où il y a beaucoup d'homonymie, ça ne pouvait être fait que manuellement. Avec les progrès qui ont été faits, entre autres, en intelligence artificielle, mais en gros, on va dire en sciences des données d'une façon plus globale, on a des algorithmes qui nous permettent de faire une désambiguïsation automatique de l'ensemble des auteurs. Ça ne fonctionne pas parfaitement, mais ça fonctionne relativement bien pour être capable de comprendre les comportements des populations et d'avoir une approche, on pourrait dire, un peu, entre guillemets, thermodynamique de la communauté scientifique. On ne veut pas savoir où est-ce que chaque molécule se trouve, mais on veut voir dans l'ensemble le comportement collectif des communautés. Et donc, si on veut vraiment être capable d'analyser les autocitations, il faut avoir, donc, d'une part, fait le travail de désambiguïsation des individus, assigner
les autocitations spécifiquement à ces gens-là, mais c'est surtout avoir une base de données désambiguïsée, ce à quoi on a eu accès avec mes collègues. Donc, à quoi on veut répondre plus spécifiquement ici? Bon, on veut voir comment les autocitations et les autoréférences évoluent en fonction de la carrière et en fonction de la production. Et la question ici, c'est est-ce qu'on peut vraiment devenir riche? Si les autocitations, c'était une immense perversion dans la communauté scientifique, bien là, on verrait qu'il y a des gens qui bâtissent leur carrière là-dessus, que c'est quelque chose qui, entre guillemets, qui fonctionne. En corollaire de ça, on veut aussi voir s'il y a des différences de genre dans les autocitations. Donc, on a documenté d'une façon quand même assez abondante depuis les 10 dernières années, disons, on peut dire qu'il y a plus de recherches là-dessus, qu'il y a un fossé entre les hommes et les femmes en termes de citations reçues. Une des hypothèses, c'est que les hommes s'autocitent davantage. Ça permettrait d'expliquer peut-être ce fossé-là. On va regarder si c'est vrai quand on mesure les choses d'une façon appropriée. La deuxième analyse, c'est celle qui, à mon avis, permet de voir un peu plus si c'est une perversion du système de la recherche. Et donc, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que les articles cités lorsqu'il s'agit d'une autocitation sont plus proches sémantiquement de l'article citant ou sont plus éloignés? L'hypothèse ici qu'on avait, c'est que, tout le moins que moi j'avais, je ne sais pas si Philippe était d'accord avec mon hypothèse, je ne m'en souviens plus, puis je ne veux pas vous donner les résultats tout de suite si j'avais raison ou j'avais tort, donc je garde le suspense. Mon hypothèse, c'était que les autocitations vont être plus distantes sémantiquement de l'article citant. Donc, autrement dit, que lorsque l'on s'autocite, c'était pour un article cité qui est moins lié à l'article citant. Et là, je ne l'ai pas super bien exprimé, donc je vais le redire. Si les autocitations sont vraiment quelque chose de négatif, on devrait voir que souvent ces articles-là sont sans relation avec l'article citant. Donc, autrement dit, qu'on cite nos propres travaux, même s'ils sont vraiment éloignés de notre propos. Et donc, on a mené, et c'est Philippe qui a fait cette analyse-là, donc une analyse très fine là, du contenu des abstracts des articles citants avec ceux des articles cités, c'est pour voir si effectivement il y avait une plus grande similarité ou une plus faible similarité. Donc, les méthodes, c'est, je dirais, assez simple, ça a l'air simple une fois que c'est fait, là, mais on parle de plus de 50 millions d'auteurs désambiguisés. Et là, l'algorithme qui fait cette désambiguisation se sert de plusieurs heuristiques. Évidemment, le nom et le prénom des chercheurs, mais également les institutions, les réseaux de collaborateurs, les références citées, les sujets, l'utilisation de courriels, etc. Donc, par exemple, si on a deux chercheurs qui ont le même nom, mais il y en a un qui est en cancer, puis l'autre qui est en physiologie, bien, on va regarder si on les mêmes réseaux de collaborateurs, on va regarder si on cite les mêmes références, etc., pour être capable de faire des clusters d'entités qui représentent des individus, si vous voulez. Est-ce que c'est juste les métadonnées que vous analysez ou le texte intégral aussi? Seulement les métadonnées. Donc, c'est vraiment à partir des métadonnées, mais on va utiliser l'abstract qui nous donne quand même une certaine fenêtre sur le contenu. Mais vraiment, est-ce que vous avez le texte intégral? Non. En fait, on a certaines bases de données qui ont le texte intégral. Donc, ce que j'ai présenté tantôt sur le contexte de citation, les désaccords en sciences, c'était basé sur le texte intégral de Elsevier. On a le texte intégral de PLOS. Donc, on a des sous-ensembles de textes intégraux, on peut dire, mais il n'y a pas encore de base de données unifiée de tout ça. Pour être honnête, la base de données unifiée qui pourrait être utilisée, ce serait celle de Sci-Hub, qui est à peu près la seule source de données qui contient tout. Mais évidemment, tout le monde est conscient que c'est une source de données qui est illégale. Mais en ce moment, les gens qui pourraient faire la plus belle analyse du contenu des articles, ce serait Sci-Hub ou probablement une organisation comme Google qui, à partir de Google Scholar, indexe aussi les c'est ça, à l'époque de Google, puis Google Scholar, puis du GMT3, puis tout ça, on devrait se servir des textes intégraux. Ça n'a pas de sens. On a les moyens, on a la force. D'accord. Et là, ça nous ramène à la question du libre accès aux articles, ou si on revient à la définition du libre accès de Budapest que tu connais très bien, Étienne, bien, il y a la question de la lecture des articles, mais il y a aussi la question du traitement pour être capable de produire des nouvelles connaissances. Cet élément-là, on pourrait dire, n'est plus aussi présent
dans les débats sur le libre accès. On vient vraiment à la question de la lecture, qui est un élément crucial, on est d'accord, mais les usages secondaires, donc les usages des textes scientifiques comme étant une source primaire à la recherche demeurent extrêmement importants. Évidemment, Elsevier, si vous demandez le plein texte pour de l'analyse documentaire, on va vous le fournir. Nous, on a réussi à avoir accès à tout ça. Maintenant, on ne peut pas le partager, ça demeure seulement Elsevier. Il reste Springer à aller chercher, il reste Wiley, et il reste toute la longue queue, si vous voulez, des plus petits éditeurs. Mais Google a tout ça, mais Google, comme vous le savez, ne partage rien. Google, c'est une organisation qui fournit des outils, mais qui ne partage pas ses données. On ne peut même pas éliminer Google Scholar. Aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher Microsoft Academic et d'autres sources. Donc, les heuristiques sont basées vraiment sur les métadonnées des articles scientifiques. Ce n'est pas parfait. Il y a quand même un certain... L'algorithme, il est conservateur dans la mesure où il est plus susceptible de diviser quelqu'un en deux entités si cette personne-là publie dans deux domaines, plutôt que de les regrouper en une seule entité. Donc, ce n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. En termes de publication, on parle de plus de 60 millions d'articles qui font 881 millions de références. Et quand on parle des références ici, c'est des références à d'autres articles dans la base de données. Donc, dans les faits, le nombre de références qu'il y a dans la base de données il est autour d'à peu près 1,2 milliard, mais le sous-ensemble qu'on est capable de ramener à des articles indexés est de pratiquement 900 millions. On regarde les autocitations, évidemment les autoréférences à l'échelle des individus, comme je l'ai dit tantôt. Et on va regarder tout ça en fonction de l'âge académique qui est déterminé par l'année de première publication. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Philippe, à ce stade-ci? Pour l'instant, ça semble assez complet, mais peut-être une fois qu'il y a les résultats, je peux peut-être ajouter quelques précisions. C'est Guido. Et là, on va regarder 4 types d'autocitation et d'autoréférence. La première, c'est les autocitations directes. Fait que ça, c'est l'exemple que je donnais tantôt avec Rodrigo, où est-ce que Rodrigo cite un autre article où il est auteur. Les co-auteurs, les autocitations des co-auteurs, bien là, c'est des co-auteurs de l'article qui citent l'article sans que moi, je sois co-auteur de l'article citant. Donc, Étienne et moi, on a écrit quelques articles ensemble. Quand moi, je cite ces articles-là, pour moi, c'est une autocitation directe, mais pour Étienne, ça va être une autocitation des co-auteurs. Les autocitations des collaborateurs, et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est des gens avec qui on va avoir écrit antérieurement, donc qui font partie de notre réseau social et qui vont aller citer l'article. Donc, ce n'est pas des gens qui sont directement impliqués dans l'article cité, mais qui nous connaissent compte tenu que l'on a eu une collaboration antérieure. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est évidemment tout ce qui est à l'extérieur de ça. Évidemment, on aurait pu faire les collaborateurs des collaborateurs, mais on comprend qu'à un moment donné, là, le réseau commence à devenir difficilement à la fois analysable techniquement, mais aussi interprétable un peu plus sociologiquement, on pourrait dire. Donc, premier résultat qui est assez intéressant, puis là, bon, c'est assez rare qu'on puisse faire des prédictions en bibliométrie, mais ce résultat-là, on l'avait prédit, c'est-à-dire que les autocitations et les autoréférences se comportent d'une façon diamétralement opposée en fonction de la carrière des chercheurs. Et là, on peut regarder n'importe quelle figure. Là, regardons la figure du domaine médical qui est en haut à droite. Les autoréférences, quand on commence notre carrière, sont inexistantes. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun travail antérieur sur lequel se baser. Donc, autrement dit, quand on commence notre carrière, notre taux d'autoréférence va être proche de 0 ou va être à 0 forcément notre premier article parce qu'on ne peut pas s'autociter. Là, plus la carrière avance, plus effectivement, il y a une augmentation des autoréférences, particulièrement dans les 5 premières années, puis après ça, bon, ça augmente à un rythme un peu plus lent. Mais dans l'ensemble, après 36 ans, donc quand on a une longue carrière en arrière de nous, bien, il y a quand même moins de 10% des références qui sont faites à nos travaux antérieurs. Donc, c'est relativement marginal, puis évidemment, donc, ça augmente au fur et à mesure que la carrière. En termes d'autocitation, c'est l'inverse. Donc, autrement dit, en début de carrière, qui connaît vos travaux? Bien, il y a juste vous en tant que chercheur à peu près. Vous n'avez pas de réseau encore. Vos travaux n'ont pas eu de visibilité vraiment. Et donc, en début de carrière, qui risque de vous citer? Bien, ça va être vous. Donc, votre proportion d'autocitation, elle est extrêmement élevée, mais elle baisse très rapidement pendant les 10 premières années et là, ensuite, prend un rythme, on peut dire encore
un peu plus lent de baisse. Et donc, quand vous commencez votre carrière, forcément, vos autocitations sont plus élevées, ça baisse. À l'inverse, vos autoréférences, elles, augmentent en fonction du bagage que vous avez accumulé. Et donc, si on veut parler des autocitations qui auraient des niveaux problématiques dans la communauté, il faut modéliser ça en fonction de l'âge des gens. On ne peut pas demander, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un chercheur qui a 30 ans de carrière ait un taux d'autoréférence qui soit similaire à un chercheur qui est en début de carrière. De façon analogue, on ne peut pas penser qu'une chercheuse qui est en début de carrière va avoir un taux d'autocitation super bas parce que, bon, elle est la seule à connaître ses propres travaux. Donc ça, c'est quand même assez majeur parce que ça illustre l'importance de distinguer entre les autocitations et les autoréférences. Maintenant, quand on regarde les autocitations de réseau, on voit que ça suit une tendance qui est similaire. Donc, en rouge... Vincent, oui, vas-y, Étienne. Peux-tu reculer d'un slide? Ouais. Est-ce que ça viendra plus tard? On a hâte de voir le taux de citation tout court à l'ocitation aussi. Ben, tu l'as ici, en fait. Je ne te donne pas la mesure globale parce qu'elle ne veut rien dire. Donc, autrement dit, si on prend le point mitoyen, bien, on peut dire qu'en gros, le taux d'autocitation va être autour de 6 %. Donc, c'est assez faible dans l'ensemble. Maintenant, le taux d'autoréférence va être un peu plus élevé. Il va probablement être autour de 8 à 10 %. Donc, c'est quand même assez bas globalement. Mais à quoi ressemblerait le taux de citation à moi par d'autres? Ah, donc le taux de citation, tu veux dire en valeur absolue? Oui. Ben ça je n'ai pas ça, mais en gros, écoute, ça varie tellement, mais quand j'aurai fini, je pourrais vous montrer d'autres résultats. Je vous montrerai la liste globale des citations, puis je pourrais trouver le tien spécifiquement. D'accord, mais lorsque c'est standardisé, on voudrait voir ça superimposé sur ceci. Ouais. Pour voir la relation entre le long de la carrière, la relation entre les citations, allocitations reçues et ces deux mesures-là. J'ai quelque chose là-dessus qui s'en vient. OK. J'ai quelque chose là-dessus qui s'en vient. Selon le genre, donc ça va répondre à ta question. Maintenant, en fonction des différentes catégories, et là, bon, il y a quand même pas mal de lignes. Ce qu'on voit en rouge plein, c'est les autocitations directes qui suivent la même pente que ce qu'on a vu tout à l'heure. Les références directes en vert qui suivent après la même pente que ce qu'on a vu tantôt. Et là, ce qu'on voit, c'est que les autocitations, en fait, des co-auteurs baissent. Et quand la carrière avance, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment les citations qui proviennent de gens qui sont plus loin, donc des collaborateurs. Donc, c'est vraiment ce qui va augmenter. À peu près tout le reste baisse, mais ce qui augmente, c'est la visibilité, on peut dire, qui nous est donnée par des gens qui ont une certaine distance avec nous. C'est bon pour toi, Philippe? Veux-tu ajouter quelque chose aussi? Oui, mais en fait, j'ajouterais pour préciser que justement, l'article de Ioannidis que tu as présenté, eux, ils regroupaient les citations, tu l'as mentionné, là, mais direct de co-auteurs. Puis ici, ce qui est quand même assez intéressant, puis je ne crois pas que ça a été fait, c'est que nous, on a séparé les deux. Puis on montre que les deux, c'est des contributions qui sont assez importantes, les autocitations qui auraient été attribuées aux co-auteurs puis direct. Puis ils ont presque une proportion identique. Donc, regrouper les deux ensemble fait vraiment pas de sens si on veut savoir c'est quoi le comportement du chercheur. Tout à fait. Ouais, c'est un bon point parce qu'effectivement, la contribution importante ici, c'est de voir qu'il y a une différence de comportement, en fait, entre ce qui vient de l'individu lui-même et le réseau associé à l'article. Bon. Ici, moi, je ne suis pas convaincu par cette figure-là, puis c'est moi qui l'ai faite. Ce n'est pas Philippe qui l'a faite. Philippe, il ne l'aime pas non plus, mais moi, il y a quelque chose ici que je trouve que j'aimerais être capable d'illustrer, qui est comment, en fonction de la production des chercheurs, les autoréférences puis les autocitations évoluent. Ce que je veux résumer avec cette figure-là, c'est que les chercheurs qui sont plus âgés aujourd'hui ont toujours eu des taux d'autocitation et d'autoréférence plus importants. Donc, autrement dit,
on aurait pu penser que les jeunes chercheurs, les jeunes chercheuses qui ont commencé leur carrière dans un système où les citations ont une valeur, puis bon, qu'on quantifie à peu près tout, seraient davantage affectés par ces taux-là que leurs collègues plus âgés, on va dire au même âge. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le cas. À un âge, au même âge, les chercheurs qui ont une carrière plus avancée ont des pratiques d'auto-référence, à tout le moins, là, ce qui est à gauche, plus importantes que leurs collègues plus jeunes. Mais je passe rapidement parce que ça, c'en est une qu'il faut qu'on retravaille. Ici, il y a un élément assez important qui touche un peu les autocitations, pas les autocitations, pardon, la question de l'unsightedness que j'ai mentionné un peu plus tôt. Puis là, je vous invite à regarder ce qui est la mesure normalisée à droite. Ce qu'on regarde, c'est est-ce que les autocitations ont une âge différente que les non-autocitations? Et donc, bon, vous avez la ligne pleine qui est les autocitations directes, la ligne avec les pointillés de longueur égale qui sont celles des co-auteurs, les collaborateurs qui sont en haut et les citations externes qui sont en haut. Ce qu'on voit en fait, c'est que les autocitations ont une distribution qui est un peu plus qui sont plus jeunes, en gros. Donc, et ça, tout ça, c'est logique. Qui va connaître vos travaux le premier? Bien, ça va être vous. Donc, les autocitations sont souvent faites plus rapidement que les citations qui nous viennent de l'extérieur. Tan, tu n'es pas sur le... Merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est assez clair, mais c'est assez frappant là, que ce soit quelque chose que l'on voit partout. Il y a un élément qui est quand même un peu surprenant, par contre, c'est que les collaborateurs sont ceux qui vont avoir, disons, on peut dire la demi-vie la plus longue, et non pas les citations externes. Mais là, je ne sais pas si Philippe, tu as une hypothèse là-dessus. Est-ce qu'il y a un effet darwinien? Est-ce qu'avec un certain profil précoce, on peut prédire que le chercheur va disparaître, va survivre, va reproduire? On n'a pas regardé ça encore. Est-ce que tu peux reformuler la question? Dans le sens, est-ce que c'est pour expliquer les autocitations? Ben, n'importe quoi, pour expliquer le profil. Ce qui change avec l'âge, est-ce qu'en partie, ça peut être un effet darwinien de la survie de l'autre? Oui, en fait, c'est un aspect qui est très important. Puis justement, dans celui-là, ça peut aussi expliquer ce qu'on voit. C'est tout le temps difficile de faire des analyses qui prennent en compte tous les facteurs. En fait, c'est impossible. Il y a toujours certains aspects qu'on doit mettre de côté quand on veut savoir, par exemple, c'est quoi l'impact de l'âge sur les autocitations. Puis justement, quand on modélise sur l'âge, on ne prend pas en compte la productivité. Donc, cette figure-là ici ne prendra pas en compte quelqu'un qui a 10 ans d'âge académique peut avoir écrit 20 publications, peut en avoir écrit 2. Donc, clairement, quand on fait les moyennes, il y a certaines distorsions qui peuvent être insérées comme ça. Puis justement, ici, une hypothèse qui peut expliquer, par exemple, la différence, du moins pour les autocitations. Il y a le fait que, oui, les auteurs sont au courant de leur publication plus rapidement, donc ils vont l'autociter plus rapidement aussi. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui vont arrêter de publier après quelques années. En fait, la majorité des chercheurs ont une carrière qui est assez courte. Donc, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir s'autociter aussi longtemps parce qu'ils font juste arrêter de publier alors que leurs co-auteurs ont peut-être plus de chances de continuer à publier étant donné qu'ils en ont plus. Donc, c'est juste par l'effet des nombres, il y a plus de chances qu'au moins un de leurs co-auteurs continue à publier dans le temps. Donc, je ne sais pas si la question était à ce niveau-là, mais c'est sûr que la productivité... Ça explique en toute probabilité ce qu'il y a là, Philippe. Ça, c'est un élément qui n'a pas été mentionné. Il y a quand même en fait, parce qu'ils peuvent compte tenu que la plupart des chercheurs ont une carrière courte, puis en fait, dans notre base, dans nos 51 millions, il y a une très grande proportion, je pense autour de 40% des chercheurs qui ont juste un article. Ça, c'est le mode, en fait, là. Vous écrivez un article à un moment donné pendant vos études, puis après ça, vous quittez le monde scientifique. Donc, ceux-là, je les avais retirés, par exemple. Pour cette analyse-là, je ne contrôle pas pour la productivité, je contrôle pour la longévité de la carrière.
Donc, pour cette figure-là, pour les autres d'avant, il n'y avait pas la longévité de la carrière. Il y avait un certain contrôle. On essaie tout le temps, par exemple, je mets un minimum de 5 publications pour être sûr d'enlever justement ce mode d'une seule publication. Mais il n'y a pas de façon de contrôler pour tout en tout temps pour les analyses. Puis des fois, je fais d'autres analyses qui vont regarder justement en fonction de la productivité. Ça donne des effets qui sont similaires, mais c'est quand même quelque chose d'important à garder en tête. Oui, il y a deux choses qui me viennent à l'idée. D'abord, la distinction entre le biais, disons, entre les pygmées et les géants. Je ne sais pas à quel point ça rentre dans les profils. Et en plus, ici, on est plus proche. Peut-être que c'est one article wonders qui font un article et puis ensuite, bye-bye, ils sont dans un autre domaine. Est-ce qu'on peut prédire par quelque chose, c'est quel indicateur de qualité au début qui prédisent que la personne va rester dans le champ et va continuer à être chercheur ou aller faire autre chose. Je vais enlever les effets aléatoires de changement d'intérêt, des effets d'absence de vraie contribution. Oui, ça, on n'a pas ça dans ça. Donc, on a les données pour travailler à des modèles comme ça, mais ce n'est pas ce qu'on a essayé de faire. Je sais qu'il y a quelques chercheurs, entre autres, qui gravitent autour du chercheur en sciences des réseaux bien connu, Laszlo Barabasi, que tu connais, Étienne, en toute probabilité. Donc, il y a toute une gang qui cherche à prédire le succès avec, à mon avis, avec plus ou moins de succès. Ils ont beaucoup de succès dans le sens où ils publient dans Nature et Science à toutes les semaines, mais bon, je ne suis pas convaincu du résultat. Mais ce qu'ils ont montré il n'y a pas si longtemps, c'est que c'était quand même assez aléatoire. Maintenant, leurs données sont basées la plupart du temps sur des prix Nobel. Et donc, il s'agit ici non pas du chercheur pygmée, mais on a un biais de sélection dans la mesure où on regarde seulement les Nobelisés. Ça devient notre population de gens qui ont du succès. Il y a d'autres façons d'avoir du succès que juste les Nobel. Mais on pourrait très bien essayer d'appliquer des modèles prédictifs. Puis ça, Philippe a bien plus de compétences, puis la plupart d'entre vous autour de mon écran aussi, là, à prendre on pourrait dire des cohortes de chercheurs, donc tous les chercheurs-chercheuses qui ont leur premier article en 1990, par exemple, puis les suivre pendant 30 ans, puis voir c'est quoi qui fait en sorte, c'est quoi les événements en début de carrière qui nous amènent au fil d'arrivée 30 ans plus tard avec un succès plus élevé. Tout est dans les données. Là. Il y a vraiment le fait qu'on aille maintenant, puis ça semble peut-être une évidence pour vous, mais pour les chercheurs dans le domaine de la scientométrie, la donnée à l'échelle des individus a toujours été problématique. On a toujours travaillé à l'échelle des articles. Depuis les nouveaux algorithmes de désambiguisation, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur le domaine parce qu'on est capable d'attribuer on pourrait dire des pratiques, des comportements à des individus qui ont des caractéristiques sociodémographiques. Et donc, on peut, à mon sens, aller beaucoup plus loin dans nos analyses. Donc, on passe d'un monde qui, en anglais, était paper-centric à, mettons, researcher-centric. Philippe, tu peux ajouter quelque chose? C'est bon? OK. Tu sais qu'il y a des questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande si les aspects informatiques de l'approche vont être abordés dans votre présentation. Plutôt brièvement, mais s'il y a des questions, Philippe peut y répondre. Oui, puis je dois dire aussi que peut-être au niveau du traitement de texte, il y a un peu de choses qui sont des choix de modèles ou comment on a comparé le texte avec le TF-IDF que je pourrais mentionner, mais de façon générale, ce qu'on présente, c'est surtout des moyennes et des ratios sur des ensembles de données qui sont assez énormes, mais ce n'est pas des modèles qui sont très complexes qui sont appliqués dans le cadre de ces résultats-là. Et je viens de voir la question, là, tout ça est basé en gros sur une base de données relationnelle qu'on a créée depuis une vingtaine d'années à l'OST, à l'UQAM, qui a structuré les métadonnées des articles scientifiques en différentes tables là, très, très simples. Là. Donc, il n'y a rien de particulièrement complexe de ce point de vue-là, en fait. Là. Mais si vous avez des questions spécifiques, allez-y, évidemment. Moi, j'avais une question, pas par rapport au graphique cellulaire, mais aux deux précédents. Est-ce qu'on a une façon de tenir en compte le fait, pour les autoréférences, tenir en compte le fait que au cours de la carrière d'un chercheur, il ou elle va s'étendre un peu. Donc, c'est normal
en quelque sorte que les autoréférences baissent, ou plutôt les autocitations, car on ne va pas se citer sur quelque chose qui est moins relié à ce dont on parle présentement. Donc, est-ce qu'il y a une façon de corriger pour ça? Mais en fait, ce que vous dites s'applique. Bon, les autoréférences, en fait, ne baissent pas, elles augmentent. Oui, donc, c'est, comment dire, c'est, à moins que j'ai mal compris votre question, là, en fait, c'est le contraire qu'on observe. Donc, plus la carrière d'un chercheur avance, plus les gens vont avoir dans leur propre bibliographie une proportion importante à leurs propres travaux. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que en fait, en réalité, elles augmentent plus que ça si on tient en compte le fait que parmi c'est plutôt les autocitations en fait, si on tient en compte le fait qu'on va se citer que sur les choses qui sont un peu pertinentes. Bien, c'est ce qu'on va tester. OK. C'est ce qu'on va tester dans la deuxième partie, mais vas-y, Philippe. Si je comprends bien la question, c'est que si on considère que l'auteur reste dans le même domaine, il y a un bassin d'autocitation qui serait en fonction du nombre de publications, mais la question est par rapport au fait que ce bassin-là pourrait être divisé en différents champs de recherche. Ouais. Qu'en réalité, oui, il y a plus d'autoréférences, mais c'est qu'il y a une partie de ce bassin-là qui n'est pas citable si on écrit un article dans un autre domaine. Est-ce que c'est ça la question? Oui, c'était ça. Ouais. OK. En fait, c'est que la majorité en fait, du déclin qu'on a dans les autocitations, c'est vrai que c'est quelque chose qui serait intéressant de prendre en compte parce que de modéliser en fait le bassin d'items citables par rapport au nombre cité, c'est une bonne question, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais la majorité du déclin qu'on voit, c'est pour les autocitations et pour les autoréférences, c'est que ça vient du dénominateur. C'est le nombre de citations qui sont reçues par l'article parce que le comportement de l'auteur, c'est qu'il va s'autociter de plus en plus, mais c'est qu'éventuellement, le nombre de citations qu'il va recevoir va tellement être important que ça va faire baisser le pourcentage d'autocitation. OK. Merci. Good. Merci Philippe. Poursuivons. Là, ce qu'on voulait voir, puis ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on se disait, bon, ça touche un peu à la question, est-ce qu'on peut se mettre riche avec les autocitations? Puis, qu'est-ce qui est le plus important, par exemple, dans le H-index d'un chercheur? L'indice H, c'est quoi? C'est un indicateur qui est très controversé. C'est un indicateur que, pour être honnête, je trouve absolument horrible, mais c'est l'indicateur qui est le plus utilisé pour évaluer les chercheurs individuellement. Donc, c'est quoi l'indice H? C'est une formule, on peut dire, un peu, en fait, très, très simple, mais qui, en bon français, est, on va dire, clever. Donc, l'indice H d'un chercheur, c'est son nombre d'articles qui ont au moins obtenu autant de citations que ce nombre d'articles-là. Je vais le redire autrement parce que ça a l'air fou, comme je l'ai dit. Si vous avez un indice H de 10, c'est que vous avez publié 10 articles qui ont au moins reçu chacun 10 citations. Si vous avez un indice H de 20, c'est que vous avez au moins 20 articles qui ont reçu chacun au moins 20 citations. Donc, votre indice H maximum, ça va toujours être votre nombre de publications totales dans votre carrière. Donc, ce qu'on voulait voir ici, et je vous invite surtout à regarder le panel du bas, c'est quel est l'effet, en fait, des autocitations sur l'indice H. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est que les autocitations directes et les autocitations des collaborateurs ne bougent pas beaucoup en fonction de votre indice H observé. Ce sont surtout les citations qui proviennent en fait de gens qui sont plutôt loin de vous, qui sont les collaborateurs de vos co-auteurs. Et c'est ces citations-là dans l'ensemble, donc on peut dire de réseaux un peu plus étendus qui ont un effet important sur votre valeur d'indice H. C'est surtout observé, en fait. On le voit dans tous les domaines. Là, il y a vraiment une distinction claire là, entre les autocitations directes puis celles des co-auteurs et celles des collaborateurs un peu plus étendues. Donc, autrement dit, ça semble indiquer que les autocitations directes n'ont pas vraiment un effet important sur l'indice H, que l'effet réel, c'est celui des co-auteurs de vos co-auteurs.
C'est facile et juste de dire du mal du index H parce que c'est arbitraire. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose pour les citations? En psychométrie, quand on mesure le QI, par exemple, il ne suffit pas de montrer que la mesure est fiable, que c'est d'accord avec lui-même, etc. Il faut valider la mesure contre quelque autre chose. Ouais. Alors, les citations, comment est-ce qu'on les valide à autre chose que les citations? Exact. Deux points là-dessus. L'indice H il est problématique dans sa construction même. Okay? L'indice H vise à combiner à la fois les publications et les citations, donc qui sont deux dimensions différentes de l'activité de recherche, dans un entier de 0 à n. Donc, on vient combiner deux dimensions dans un seul indicateur et ça fait en sorte qu'ultimement, on ne sait plus ce qu'on mesure. Donc, ça, c'est le premier problème. Puis, dans les faits, moi, je le sais ce qu'on mesure. On mesure le nombre de publications. Donc, l'indice H, ce n'est pas une mesure d'impact ou de citation. C'est une mesure de production dans un sous-ensemble d'articles qui a atteint un certain seuil de citation. Par rapport à la validation des citations par rapport à autre chose, bien ça, il y a quand même pas mal de littérature où on vise à comparer les taux de citation à quoi? Bien, à l'évaluation par les pairs, qui est notre autre façon d'évaluer la recherche. Puis, dans l'ensemble, la corrélation n'est pas parfaite, puis c'est normal. Ce serait redondant si c'était une corrélation parfaite, mais on a des R carrés dans ces différentes études-là qui sont de l'ordre de 0,7, 0,75, donc on s'est aggravé autour de 0,7, qui pour un phénomène social est quand même assez fort comme relation. Donc notre validation, elle se trouve à être par rapport à un autre indicateur qui est plus qualitatif de la recherche en général. Maintenant, les stats... Oui, vas-y. À mes oreilles, je connais cette validation-là, mais valider ça contre l'évaluation des pairs, ça serait comme valider un test de QI contre l'évaluation par quelqu'un de l'intelligence de la personne. C'est pas très convaincant. On cherche quelque chose qui a une validité de face, qui est vraiment la chose qu'on veut, et c'est pas l'opinion de quelqu'un qu'on veut, c'est autre chose, enfin, c'est la chose. Le problème, puis je pense que ton propos l'illustre pas mal, c'est l'aspect un peu flou de ce concept-là. Donc, tout comme l'intelligence, c'est quelque chose sur lequel, en fait, il y a beaucoup plus de littérature sur l'intelligence que ce qui existe sur l'impact d'un chercheur, hein, parce qu'en fait, les mesures de citation, le concept que ça vise à mesurer, c'est l'impact scientifique. L'impact scientifique, on essaie de le définir, mais entre vous et moi, il y a à peu près autant de définitions de l'impact scientifique que de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Puis il y a même beaucoup de chercheurs qui disent, dans le fond, ce qu'on mesure avec impact, c'est qualité. Et donc, là, c'est un autre concept qu'on vise à mesurer. Donc, une partie du problème, c'est qu'on a une mesure qui est les citations, qu'on sait que ça veut dire un certain aspect de l'usage de la littérature scientifique, mais le concept auquel ça se rattache, c'est encore un peu, en fait, pas encore, on va dire, c'est souvent un peu flou. C'est ça. Oui. Donc, comment ça se dit en français? C'est comme ça part d'un skyhook. Et dernier résultat sur cette première partie-là, on voulait voir en fait qu'est-ce qui corrélait le plus avec les autoréférences. Et ça, Philippe, si tu es game, je te laisserai la présenter. Es-tu à l'aise avec ça? Je l'ai présenté la semaine passée. Oui. Moi, vas-y. Juste agrandir mon écran. Là. Je vais changer de moniteur. Oui. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est comme on a mentionné, le comportement des chercheurs, c'est capturé par les autoréférences. Donc, on a regardé, en fonction des différents pourcentages d'autoréférences, c'est quoi les différentes caractéristiques des chercheurs qui s'autoréfèrent plus. Puis là, un problème qu'on a, puis que j'ai mentionné tantôt, c'est que c'est dépendant aussi de la productivité d'un chercheur, parce que quelqu'un qui a écrit 10 articles a beaucoup plus d'articles à citer que quelqu'un qui en a écrit 3, puis quelqu'un qui en a écrit 100 en a beaucoup plus aussi. Donc, j'ai fait l'analyse en comparant chaque niveau de productivité qui ont été regroupés ici. On peut voir sur l'axe des X de mes figures, pour comparer les comportements des chercheurs avec des niveaux de productivité similaires à travers les disciplines. Donc, la première chose qui est montrée ici, en fait, j'ai fait des groupes qui montrent le pourcentage d'autoréférence. Donc, les lignes de chaque figure, ça illustre le pourcentage d'autoréférence excusez-moi, le percentile
dans les autoréférences. Donc, on va avoir une distribution de pourcentage d'autoréférences. Puis moi, je prends cette distribution-là, puis je la divise en quantiles différents qui sont inégaux. Ils sont illustrés à droite. Là. Donc, la ligne la plus foncée, c'est celle qui illustre le moins d'autoréférences. C'est la moitié de la distribution des pourcentages d'autoréférences des chercheurs. Donc, c'est les gens qui qui font le moins d'autoréférences. Plus la ligne est pâle, plus le pourcentage d'autoréférences est élevé. Ce qu'on voit, c'est qu'à travers les disciplines, ben, les gens qui s'auto-référencent plus sont aussi plus cités par les autres chercheurs. Donc, il y a un certain... Ça indique du moins que ce n'est pas seulement eux qui trouvent que leurs travaux sont... j'allais dire intéressants. Je pense que clairement, ça ne capture pas ce qu'une citation est, mais qui donnent de l'attention à leurs travaux. Les autres chercheurs donnent aussi beaucoup d'attention. On a aussi fait la même chose pour le genre. Puis, c'est la rangée du milieu, en fait. Plus un chercheur s'autoréférence, moins il y a de chances que ce soit, ce que j'ai dit, plus il s'autoréférence, moins il y a de chances que ce soit une femme. Puis là, en fait, l'axe Y montre la proportion de femmes qui sont dans chaque catégorie. Donc, il y a une espèce de gradation entre ceux qui s'autoréférencent moins à ceux qui s'autoréférencent plus. Puis dernièrement, il y a l'année de première publication. Donc, pour une productivité qui est égale, les gens qui ont commencé leur carrière plus tôt, les auteurs qui ont commencé leur carrière plus tôt, vont plus s'autoréférencer. Donc, il y a un effet générationnel dans les chercheurs où ceux-ci, plus ils sont vieux, plus ils vont s'autociter pour une productivité égale. Merci, Philippe. Là, je vois le temps qui file. Dans 12 minutes, je dois être sur un comité au CRSH, donc je vais m'assurer de conclure et de finir. Donc, c'est une journée assez intense. Ici, ça touche un peu ce que tu disais tantôt, Étienne. Donc, en fonction du nombre de citations totales, le pourcentage d'autocitation. Et là, on voit qu'en début de carrière, ça monte, en début, en fait, le nombre de citations, ça monte rapidement, mais ça se stabilise à un pourcentage égal. Mais ce qui est frappant dans les différences de genre, c'est que c'est constant dans le temps. Donc, très, très rapidement, en début de carrière, les gars s'autocitent plus que les filles. Puis ça reste constant pendant le reste de la carrière. Ça, c'est en pourcentage. Maintenant, en valeur absolue, bien là, on voit que les hommes, évidemment, donc vous comprenez qu'ici, c'est la valeur absolue qui était réduite en pourcentage sur la figure précédente, mais on voit qu'on réussit à accumuler quand même des totaux de citations qui sont dans les plusieurs centaines grâce à ces autocitations. Donc, on voit vraiment quelque chose d'assez fort comme relation ici quand on la regarde à l'échelle des individus. Mais on peut voir aussi que la variance, ça semble plus grande pour les femmes que pour les hommes, non? Oui, parce qu'il y en a moins, en fait, dans le système. Donc, le fait que tu ailles à peu près, disons que ce soit 1/3, 2/3, ça fait en sorte que la marge d'erreur pour les femmes, forcément, est un peu plus élevée. Passons maintenant à la deuxième analyse, qui est celle de la similarité. Donc ici, on part encore de nos 63 millions d'articles. On a pris seulement ceux qui avaient un abstract, donc ça réduit quand même substantiellement à 26 millions. Et ça nous donne une paire d'à peu près quasiment 16 milliards, excusez-moi, 16 millions d'articles citants et d'articles cités. Puis, puisqu'il y a plus d'un auteur sur les articles, là, bon, je me souviens qu'on arrive à l'échelle des milliards, donc la multiplication des auteurs articles à l'échelle à la fois des articles citants et des articles cités nous amène, autrement dit, une comparaison à l'échelle de 1,7 milliard là, de documents textuels. Je passe rapidement sur les aspects techniques. Vous pourrez poser des questions parce que la partie résultat est assez courte là, sur tout ça. Donc, en gros, on a sorti toutes les racines de tous les mots présents dans les abstracts, une représentation TF-IDF pour ultimement faire une similarité cosinus là, entre les articles citants et les articles cités. Puis, ultimement, on fait une moyenne de ces similarités-là pour chaque type d'auteur et chaque type de citation. Donc, je vous rappelle mon hypothèse ici, mon hypothèse qui, on va voir si elle est vraie ou fausse, qui était que les articles autocités seraient plus distants de l'article citant que les articles qui ne sont pas autocités. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit l'inverse.
Donc, en gros, Vincent était totalement dans le champ. Puis, Philippe, je pense, avait l'hypothèse inverse. Je ne me souviens pas. Je pense, Oh non, j'avais la même que toi. tu avais la même que moi. Bon, j'ai pensé aux deux, mais j'aurais mis mon argent sur ton hypothèse. Oui, mais ce qui est une hypothèse qui prend pour acquis que les chercheurs ont un comportement déviant, alors que dans les faits, quand on regarde autour de nous, la plupart des chercheurs sont honnêtes. Donc, c'est comme si la rhétorique de la déviance, je l'avais un peu trop intériorisée. Donc, mon hypothèse, c'était effectivement que les chercheurs, quand c'était une autocitation directe, que c'était plus loin. Or, on voit que c'est l'inverse. Vous voyez les distributions ici, là, la similarité, elle est plus importante quand c'est une autocitation directe. Elle est un peu moins importante quand c'est les collaborateurs, puis les citations qui sont externes, elles, sont celles qui sont le plus loin. Donc, autrement dit, quand un chercheur parle de ses propres travaux, ben, ça va être plus proche de ce qu'il va être en train de faire que quand ça vient d'autres. Tout ça est constant en fonction de l'âge des auteurs. Donc, ici, plutôt que d'avoir les distributions, vous avez les moyennes. C'est très clair. Pour chaque domaine, c'est méga, méga stable. Quand c'est une citation directe, le document cité et le document citant sont beaucoup plus proches du point de vue des termes qui sont utilisés. Puis plus l'individu citant est éloigné, plus tu as d'autres types de termes. Ce qui, quand on y pense, est assez logique dans la mesure où un chercheur, une chercheuse va utiliser les mêmes mots probablement au cours de sa carrière. Puis bon, ça explique en grande partie ça. Étienne, oui? J'ai une petite question. Oui. Si on désambiguise les auteurs par leur contenu, est-ce que c'est pas normal après ça qu'on trouve qu'ils ont le même contenu quand ils citent? Oui, exactement. Donc, par contre, dans la désambiguisation, il y a les mots-clés, il y a les références, mais il n'y a pas la déconstruction de l'abstract. Donc, tu as raison, mais c'est quand même, c'est un document qui n'est pas pris en compte, ici. Mais ça fait partie des problèmes métaux qui, effectivement, sont dans notre discussion, qui est que la désambiguisation prend en compte des heuristiques qui, ensuite, sont peut-être ce qu'on veut analyser après. Donc, non, c'est un excellent, excellent point. Donc, même chose en fonction de l'âge du document cité. Puis ça, c'est quand même assez intéressant parce que, bon, au-delà de la différence qu'on voit entre qui reste la même là, entre les trois catégories de citation, on voit un déclin dans le temps, ce qui nous montre que plus on cite quelque chose de vieux, plus on pourrait dire la terminologie, les mots s'éloignent de l'article citant, ce qui est tout à fait logique, ce qui pourrait faire l'objet en fait d'un travail de recherche spécifique, mais bon, ce qu'on voit ici d'une façon globale. Et enfin, puis ça, c'est une figure, bon, Philippe et moi, on se cassait un peu la tête là-dessus. Ce qu'on voulait voir ici, en fait, c'est est-ce que les auteurs qui s'autocitent le plus auraient un comportement en termes de similarité de leurs articles cités qui serait différent que ceux qui s'autocitent le moins? Dans l'ensemble, ce que ça montre, c'est qu'il y a comme deux extrêmes. Les auteurs qui s'autocitent le plus et le moins sont ceux qui ont effectivement une similarité qui est plus faible. Donc, ça illustrerait peut-être une sorte d'un peu de comportement déviant dans les extrêmes. Puis bon, ce qui nous intéresserait ici, ce serait ceux qui s'autocitent le plus. Et là, on a besoin de plus de recherche. Je dirais que c'est l'analyse un peu qui nous reste à creuser avant d'avoir fini cette analyse, ce projet de recherche. Alors, une question, est-ce que Philippe doit assister à la rencontre CNR? Non. Donc, moi, ce que je suggère, c'est que, puisqu'on va sûrement avoir d'autres discussions, moi, dans 5 minutes, je fly sur mon comité d'évaluation CRSF, puis Philippe pourra tenir le fort pour les 2 heures qui suivent de questions. OK. Veux-tu départager l'écran pour qu'on puisse voir la tête des inter? Je n'ai pas fini, je vais juste rapidement conclure. Puis Philippe, de toute façon, à la présentation aussi. Rapidement, toujours la question du genre. Les femmes citent des documents qui sont plus similaires que les hommes. Donc, particulièrement quand c'est des autocitations directes et encore plus dans les domaines des sciences sociales. Donc, c'est comme si le seuil de proximité pour s'autociter, dans le cas des femmes, était plus élevé. Donc, quand on s'autocite, là, c'est vraiment relié davantage à l'article citant que quand c'est des hommes. Donc, encore là, ça suggère peut-être un petit truc potentiellement problématique. Donc,
les conclusions, je les ai un peu dit là, de toute façon dans le courant de la présentation. Je pense que donc l'idéal, effectivement, comme tu as dit, Étienne, je vais départager mon écran, puis on peut commencer la discussion. Là. OK. Ben, tu vas filer, donc je voulais te remercier avant que tu files. C'est gentil. Bonne chance pour le CNRS. Ben, bonne chance surtout au dossier qu'on va évaluer. C'est ça. OK. Donc, les questions. Sinon, j'en ai toujours. Je veux faire une prédiction. Ce champ-là de la scientométrie qui est très prometteur va se marier davantage avec le big data et l'analyse des textes, des énormes textes intégraux. Ça ne peut pas être ségrégué comme ça où vous vous occupez uniquement des métadonnées. Il y a trop de richesse dans les... Et ce qu'on a démontré avec tout ce qui se fait avec GMT3 et toutes sortes d'autres trucs qu'on fait avec les textes intégraux, c'est qu'il y a énormément d'informations là, pas seulement pour désambiguiser les auteurs, mais aussi pour faire une analyse style Barabasi, si tu veux, mon compatriote, que je vais inviter probablement à cette série sous peu, de marier le contenu de ce qui se fait avec la méta. Et pour ça, il faut un mariage entre la scientométrie et l'informatique cognitive. Et en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en train de se produire à beaucoup de niveaux. Il y a tout un champ de recherche qui fait partie de ce qu'on appelle les complex systems. Et là, je pense que c'est un peu orthogonal là, à ce dont tu parles, où là, effectivement, ces gens-là ont besoin de jeux de données et investissent là, ces analyses-là. Mais il y a une condition sine qua non qui est l'accès aux documents pour permettre ces analyses-là. Donc, il y a une condition qui, elle, n'est pas tant scientifique, on peut dire qu'organisationnelle ou du point de vue des politiques publiques pour s'assurer qu'on ait accès aux documents des articles. Une certaine ouverture. Moi, je ferais même une prédiction un peu inverse pour l'instant. Clairement, c'est des données qui sont très riches, qui vont être très intéressantes à intégrer, mais le titre et le résumé des articles contiennent les mots-clés les plus importants. Le texte, les méthodes qui sont utilisées actuellement, je ne suis pas certain que ça donnerait nécessairement, si on veut comparer par exemple deux articles scientifiques, je crois qu'utiliser le titre et le résumé sont beaucoup plus riches et beaucoup plus condensés et qu'ajouter le texte, pour l'instant, ajouterait beaucoup plus de bruit dans ce type d'analyse-là. C'est une prédiction. Il faut voir, parce que les trésors qui sortent du texte intégral sont vraiment surprenants. Et puis, on ne sait pas à quoi... Surtout, toi tu as fait l'analyse pour l'ensemble minimal, etc. Il y a toutes sortes de propriétés de graphes là qu'on ignore quand on est juste dans le domaine de... C'est sûr que le potentiel est vraiment intéressant, mais justement, même avec les dictionnaires, comme quand on regarde les données, on se rend compte à quel point c'est bruité. Puis quand on veut faire des analyses les analyses qu'on a fait avec Vincent sont quand même relativement simples. La limitation était vraiment plus d'un niveau technique où est-ce qu'on devait faire des millions de comparaisons, puis c'est là que ça demandait un peu plus d'effort trouver des méthodes qui étaient un peu plus accommodantes pour la quantité de données qu'on analysait. Mais les analyses sont relativement simples à ce niveau-là pour l'instant. Mais c'est sûr qu'éventuellement, avec des technologies qui seraient capables justement d'interpréter le texte au complet, la quantité d'informations qui se trouvent là, c'est sûr que ça va être utilisé une fois qu'on a les bons outils. C'est ça. Toufik, tu voulais poser une question? En fait, ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. En vous écoutant, j'ai fait un matching entre une approche qui existe actuellement et qu'on utilise dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Donc, ça sera juste une adaptation dans un contexte de recherche scientifique. Et c'est les graphes neuronaux, où l'on considère les nœuds comme ça sera les chercheurs. Et les propriétés d'un nœud, c'est les KPIs que vous avez définis, qui reflètent le comportement d'un chercheur. Ce genre de graphe est très utile, surtout quand il s'agit des mégadonnées. Ça permet d'émerger
le comportement d'un cartel, comme vous l'avez nommé, faire la catégorisation entre les pygmées et les géants, émerger l'influence d'un auteur, prédire le futur d'un chercheur, distinguer entre les honnêtes et les malhonnêtes, etc. C'est juste comme ça une idée que j'ai eue en vous écoutant. J'ai fait un matching. Merci. C'est bon. Non, c'est un très bon point. En fait, comme Vincent mentionnait, de plus en plus, la scientométrie se rapproche de l'analyse des systèmes complexes. Il y a beaucoup de travaux qui se font. Il a mentionné Barabasi qui étudie, qui amène l'approche réseau à la scientométrie. Mais oui, il y a un potentiel énorme aussi à ce niveau-là. Puis la discipline elle-même de la scientométrie, bon, c'est sûr que Vincent aurait pu faire un commentaire un peu plus pertinent que moi à ce niveau-là parce que je suis relativement... ça fait pas si longtemps que je suis dans le domaine, mais le domaine est en évolution, puis ça grandit vraiment rapidement. Donc, il y a plein de choses qui ont encore, comme on dit, des low-hanging fruit dans le domaine de la scientométrie à cause que la popularité est grandissante, puis on n'est pas encore là où on pourrait être en ce moment. Puis il y a plein de techniques qui pourraient être utilisées d'un autre domaine, juste prises telles quelles, puis appliquées sur nos données, puis on pourrait avoir des connaissances. En fait, il y a des connaissances qui se trouvent qui pourraient être trouvées relativement rapidement avec ça. Oui. Moi, je vais militer pour que les problèmes scientométriques soient parmi ceux qu'on propose aux doctorants en informatique cognitive parce qu'ils apportent ces tendances, théorie de graphes, réseaux sociaux, etc., qui ne sont pas intrinsèques à la scientométrie. Iris, est-ce que tu avais levé ta main? Je croyais voir. C'était juste pour dire au revoir à Vincent, ou même pas. Okay, d'autres questions? Je vais aller un peu avec Étienne pour la prédiction qu'on va avoir besoin du texte intégral, au sens où moi, je m'intéresse beaucoup aux arguments. Puis là, je vous remercie pour cette présentation. Ça me rappelle qu'il y a aussi des citations qui ont des raisons politiques ou des fonctions politiques. Et je pense que ça peut être important de faire la distinction entre les citations qui ont une fonction politique puis ceux qui ont une fonction argumentative. Donc, il y a des citations qui sont réellement importantes dans la série d'arguments qu'un article présente, et alors qu'il y a peut-être d'autres citations qui sont là pour donner du capital pour l'auteur. Et c'est en cherchant le texte au complet qu'on peut probablement faire la distinction entre les deux. Bon, c'est une prédiction. Oui, justement, Vincent avait fait, il est en train de faire un travail de recherche, puis j'espère que je ne vais pas déformer ce projet de recherche-là avec une de ses étudiantes qui s'appelle Lily, où il regarde l'impact, il regarde les autocitations au niveau national, puis il y a certaines citations qu'on fait souvent dans le texte où, à place de faire une phrase suivie d'une seule citation, on inclut plusieurs citations pour le même énoncé. Puis si je me rappelle bien, c'est des citations qui sont plus performatives souvent, puis peut-être moins intéressantes parce que justement, une seule aurait pu être suffisante, mais on décide d'en ajouter plein potentiellement pour donner un certain capital à la citation. Puis c'est justement un type de citation qui peut être catégorisée juste directement en regardant dans le texte. Ça ne prend pas des outils qui sont très puissants pour aller distinguer si une citation en contient 3 par rapport à une, par exemple, qui rapidement peut nous éclairer sur le but de cette citation-là. Oui, justement, dans les citations qui viennent donner du poids à un argument, je l'interprète un peu comme dire je soutiens telle hypothèse et je ne suis pas le seul à le soutenir. Allez voir X, Y, Z et plus qu'il va y avoir de gens, plus que ça va être pesant, comme l'argument va avoir du sens. Et juste une personne, c'est pas suffisant. Il faut montrer que bon, il y a une communauté ici qui supporte ce que je dis présentement. Ou... D'autres questions? Les téléchargements, ça vous intéresse pas? Philippe? Les téléchargements? Oui, c'est des articles? Oui. En fait, ça tombe tout dans la catégorie des altmetrics, en fait.
Vincent a beaucoup de projets là-dessus. Nous, en ce moment, c'est pas quelque chose qu'on considère, étant donné que justement, les altmetrics sont encore plus controversés, si je ne me trompe pas, que les citations. Il y a les mentions dans les réseaux sociaux, les blogs, les nouvelles, qui sont tous des façons de mesurer l'impact. Mais si je me rappelle bien, le consensus autour de ces altmetrics-là sont que pour l'instant, c'est encore moins bon que les citations. Juste, par exemple, il y a des articles qui vont attirer beaucoup l'attention du public, pas parce que c'est un travail de qualité ou qu'il y a de l'impact, mais juste parce que ça attire l'attention populaire, ce qui est intéressant en tant que tel, mais qui n'indique pas la qualité ou l'importance du travail de recherche. Marie-Jean, tu avais une question? Oui, j'en ai plein en fait. Mais... Vas-y. Juste, première réaction sur le download, le téléchargement. Il y a de plus en plus de situations où on lit les choses sans les télécharger. Donc, en effet, c'est vraiment un indicateur qui est très, très biaisé par rapport à ce qui se passe pour de vrai quand on lit les papiers. Mais ma première question, c'est surtout quelle est la place que Vincent et Philippe vous donnez au traitement automatique du langage naturel. Parce que c'est bien de vouloir aller de l'avant avec des textes complets, etc. Mais je pensais notamment dans le cadre argumentatif à la gestion de la négation. Je ne vois pas comment la science des données peut faire l'économie de tous les travaux qui ont été faits depuis les 100 dernières années en traitement automatique de la langue naturelle. Je vais au-delà même de l'existence de l'informatique parce qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour commencer à penser ce traitement-là. Donc, quels sont les plans dans cette direction? Est-ce que votre discipline envisage de travailler directement avec des gens qui font du TALN, ou bien est-ce qu'il y a encore des problèmes de compréhension mutuelle entre les deux disciplines? Comment vous voyez ça? Clairement, Vincent aurait donné une meilleure réponse que moi. Comme j'ai dit, je suis relativement... je fais pas si longtemps que je suis dans le domaine, mais je peux dire que de façon générale, il y a plusieurs parcours que les gens ont dans ce domaine-là en bibliométrie. Puis souvent, même pour Vincent, lui est dans le département de bibliométrie de l'Université de Montréal. Donc, une bonne partie de ses étudiants viennent de ce programme-là, puis ils n'ont pas de background souvent en analyse de données ou tout le traitement automatique du langage. C'est relativement faible. Ils n'ont pas de formation qui sont inclus dans le programme, ou peut-être un cours, là, si je ne me trompe pas. Donc, clairement, à certains niveaux plus locaux, il n'y a pas encore l'intégration de ces technologies-là, puis c'est un problème en partie, là. Mais au niveau plus global, le domaine est vraiment, ça dirige vraiment à tout ce qui touche autour de l'analyse de données, traitement automatique du langage, big data. La migration, en fait, la combinaison des deux domaines est en cours, puis il y a beaucoup de recherches qui se fait à ce niveau-là, mais à cause de certaines limites justement plus locales, tout dépend des départements dans lesquels la recherche se fait, il y a beaucoup de travaux qui bénéficieraient de plus d'expertise de ce domaine-là, puis qui en fait, les conclusions puis les analyses qu'ils font souffrent un peu parfois de manque d'intégration de ces techniques-là plus avancées. D'autres questions, Marie-Jean? Oui, je ne suis pas sûre d'avoir entendu quels étaient les outils techniques qui avaient été utilisés pour faire ces analyses. Vincent a présenté plusieurs analyses. Pour ce qui est de celles auxquelles j'ai participé, c'est pour ce qui est toutes les statistiques sur les autocitations, c'est seulement genre en Python, puis il n'y a pas c'est des statistiques descriptives. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment... mais pour... C'est reproductible. Oui. Tu peux, oui. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais est-ce que par exemple, ça fait partie de vos habitudes de mettre ça en ligne ouvertement, de le publier en disant voilà, si vous avez des documents, vous pouvez les passer dans le même schéma que le nôtre, etc. Ça devient la norme aussi pour vous? Je ne peux pas parler en nom du domaine. Pour moi, c'est quelque chose que je fais quand je peux. Il y a des articles où j'ai fait ça, j'ai mis toutes les données, tout le code disponible en ligne sur mon profil GitHub. Pour ce qui est de cette analyse-là, on travaille avec le Web of Science qui a une licence. Enfin, on ne peut pas partager les données. C'est des données qui sont, nous, on paye une licence à chaque année. Je ne pourrais pas remettre l'entièreté de l'ensemble de données pour faire l'analyse en ligne. Je pourrais, par exemple, partager le code. Je sais qu'il y a des méthodes qui existent pour faire de la simulation d'ensemble de données quand on ne peut pas partager les données. Bon, c'est quand même coûteux en temps et en investissement d'énergie. Mais pour ce qui est de ce projet-là, je ne peux pas garantir qu'on va mettre tout le code justement à cause de la limite qu'on a liée au partage des données. OK.
c'est quelque chose qu'on connaît pas dans d'autres domaines de recherche. C'est cet esprit propriétaire de la part des éditeurs qui est vraiment... Par exemple, parce que Vincent, ça fait quand même, je crois, une dizaine d'années qu'il est son laboratoire de recherche. Ses activités tournent autour du Web of Science, beaucoup. Mais dans les dernières années, il y a plusieurs bases de données qui ont été mises en libre accès. Il y a le Microsoft Academic Graph, il y a Dimensions qui ont un rôle similaire au Web of Science. Puis, c'est un peu un artefact du fait que c'est l'outil avec lequel on travaille beaucoup dans le laboratoire de Vincent qu'on a pris le Web of Science. Il est aussi un peu plus réputé. Ça fait plus longtemps que c'est là. C'est le premier index des publications scientifiques. Donc, il y a un certain niveau de prestige à cette base de données-là. Mais aussi, il y a plusieurs laboratoires qui migrent vers ces bases de données-là qui sont en accès libre. Puis même, nous, c'est quelque chose qu'on regarde parce que justement, travailler avec des données qui sont ouvertes, surtout en 2020, c'est quelque chose que la majorité des groupes de recherche font, du moins de plus en plus. Puis nous, le fait qu'on fasse des analyses sur des ensembles de données fermées peuvent nous limiter justement à ce niveau-là. Donc, il y a des façons de le faire de façon ouverte complètement. Et n'oublions pas que vous êtes dans le domaine des métadonnées encore, et moi je parle des textes intégraux, et c'est ça ce qui est bloqué. Et il y a énormément de possibilités là qui est bloqué à cause de ça. Et les livres, n'est-ce pas? On veut les livres en texte intégral aussi. Pour lire. Et c'est fondamentalement lié avec le problème de la validation. N'est-ce pas? Vous cherchez à valider vos mesures avec davantage dans le même circuit. L'évaluation par les pairs, c'est controversé. Mais c'est sûr que les textes intégraux contiennent énormément d'informations et informations potentielles pour la validation. Donc, c'est une base de données qui est maintenant, à cause des problèmes avec l'accès, pas accessible aux scientifiques qui cherchent à faire de la recherche dessus. J'ai l'espoir que la scientométrie elle-même va forcer l'ouverture de ces portes. Puis, il y en a quand même déjà qui sont ouverts. Donc, tout ce qui est les dépôts, les preprints en ligne, c'est des textes qui sont disponibles. C'est sûr que quand on compare à l'entièreté de la littérature puis de ce qui serait disponible autrement, c'est juste une petite fraction. Mais il y a quand même moyen de faire des analyses. Puis, il y a déjà des gens, en fait, qui sont dans ce domaine-là. Moi, il n'y a rien qui m'a vraiment convaincu encore de la qualité de l'interprétation des articles basés sur une analyse automatique du langage du texte complet. Mais il y a des gens qui se penchent là-dessus, puis c'est déjà possible de le faire, même si on n'a pas accès à ces bases de données-là qui sont en accès fermé, à cause de cette littérature-là plus alternative, les preprints, tout ce qui est En fait, il y a beaucoup de textes complets qui sont déjà disponibles en ligne. C'est juste que ce n'est pas fait de façon systématique, comme si, par exemple, Elsevier nous donnait l'accès au texte complet de façon ouverte. C'est beau. D'autres questions? Sinon, je veux remercier Philippe. Merci d'être revenu chez nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à tous. Je vous laisse. Bye bye.